Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir, merci Jean-Paul. Et oui, ça a l'air très intéressant, tous les ateliers effets spéciaux. Et Renoir, vous le savez, s'est intéressé beaucoup à la technique, surtout à ses débuts, pendant le muet. Il a expérimenté beaucoup, ça l'amusait, tous les trucages, etc. Alors ici, l'aspect technique, il est plutôt dans le fait, je l'avais un petit peu déjà dit pour les gens qui sont venus voir La Chienne, Boudu, de trouver des objectifs anciens, des objectifs qui ne sont pas des objectifs du moment où le film a été fait, donc 1936, pour avoir justement une certaine texture de l'image et un certain choix de focale. Donc il s'intéressait toujours à la technique, même si on a l'impression que voilà, une partie de campagne, tout ça est improvisé. Et on va voir, justement, on va continuer d'explorer ce rapport à l'improvisation avec énormes guillemets de Renoir, qui est un peu un mythe, mais pas vraiment. C'est une conception, disons, du tournage, une conception d'une dialectique ou d'une tension entre ce qui est préparé, écrit, pensé, et puis ce qui se passe, et j'allais dire ce qui doit advenir sur le tournage. Et c'est pour ça que le fait qu'on dispose aussi des essais d'acteurs, ce qui est quelque chose d'assez rare quand même pour des films de cette époque, nous a donné l'envie, puisque ce film-ci est court, 40 minutes, de vous les montrer et de parler aussi, d'échanger aussi autour de ce document particulier, les essais d'acteurs, et de réfléchir sur la direction d'acteurs, qui est quand même l'un des grands aspects, disons, passionnants du travail du cinéma de Jean Renoir. Ce rapport qu'il a à l'acteur qui est presque la raison pour laquelle il fait des films. Alors, sur la façon dont le film a été tourné et pourquoi il a cette durée, peut-être, donc 40 minutes. On dit souvent qu'il est inachevé, donc il faut expliquer ce que signifie un film inachevé, parce qu'à la limite, une toile, on voit, une symphonie, on peut voir, mais bon, un film, à partir du moment où il sort, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un film soi-disant inachevé ? Alors, ce film-là, il vient après, d'abord, La vie est à nous, qui est une espèce de film à la fois fiction, mais un peu propagande, et qui est vraiment le sommet, si vous voulez, de l'engagement politique de Jean Renoir. On est à la veille du Front populaire, c'est pas l'un de ses meilleurs films du tout, La vie est à nous, parce que c'est un peu un film, oui, je disais de propagande, c'est un peu méchant, mais voilà, un message comme ça anticapitaliste, où la fiction est quand même un petit peu objectivée, si vous voulez, par un discours. Et alors du coup, c'est assez surprenant de voir ensuite qu'il prend une nouvelle de Maupassant, il aime beaucoup Maupassant, son père Pierre-Auguste Renoir l'a connu d'ailleurs, et parce qu'il aime cette nouvelle, parce qu'à un moment il est au lit, donc il va faire diverses lectures et il va avoir envie de filmer cette nouvelle, et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec un film politique, d'abord parce que l'action est située, alors il la situe lui non pas au moment où la nouvelle a été écrite, 1881, mais 1860. Il n'explique pas pourquoi, sinon je pense que c'est quand même la période de son père, justement. Donc c'est un passé pour lui, hein. Renoir est né en 1894, donc c'est aussi un passé pour lui, ça correspond à quelque chose, ça correspond à une certaine atmosphère qui, bien entendu, inévitablement, se retrouve dans les peintures impressionnistes, donc, et de Pierre-Auguste Renoir, mais aussi d'autres, Manet, Monet, etc. Tout un moment comme ça évoqué. Après, à vous de voir si le film vous fait penser à la peinture ou pas du tout. Et voilà, c'est pas une obligation non plus, de même qu'on va pas disserter sur l'adaptation littéraire à l'écran, c'est pas le but. Mais en tout cas, c'est quand même pas un hasard qu'au moment où c'est quand même le Front populaire, le gouvernement de Léon Blum, ça va pas durer longtemps, mais est porté au pouvoir en juin 1936, les congés payés, et finalement il ne fait pas un film sur les congés payés, quoique, mais il fait un film qui se situe au milieu du 19e siècle. Donc vous allez voir que la friction entre les classes sociales différentes est encore là, entre les sexes bien entendu. Et puis sur la façon, donc quand même sur le fait que le film est inachevé, tout simplement le tournage a été désastreux du point de vue météorologique. Il avait pensé le film avec beaucoup de soleil,
Or, c'est le pire été, l'été 36, des pluies diluviennes. C'est tourné à Marlotte, Bourron-Marlotte, si vous connaissez, près de Fontainebleau. C'est très joli, c'est encore... voilà. Donc pas très loin de la maison qu'avait achetée en 1922 Jean Renoir, parce que dans son enfance, son père avait aussi une maison à Marlotte. Et puis Marlotte, c'est un village avec beaucoup d'artistes, de peintres qui venaient là peindre à Fontainebleau. Donc, il tourne au bord du Loing. C'est ce paysage qu'il connaît. Et en même temps, je vous dis, c'est quand même une transposition au passé. Donc, le temps est très, très mauvais. Du coup, les jours de tournage, le tournage s'allonge. Or, c'est un film produit par Pierre Braunberger, qui était un producteur assez jeune et indépendant, et donc au bout d'un moment il ne peut pas allonger de l'argent, et il y a un moment où le tournage doit finir, et surtout Jean Renoir s'est engagé à faire avec un autre producteur Les Bas-fonds, avec Gabin et Louis Jouvet. Et Gabin, c'est quelqu'un de très intéressant et très célèbre à ce moment-là. Donc, il n'est pas question que Jean Renoir ne commence pas le tournage début septembre comme prévu. Et donc, coup de théâtre, il va abandonner le film, si vous voulez. Donc, en réalité, il y a 3 séquences principales prévues qui n'ont pas été tournées. Il part tourner cet autre film, Les Bas-fonds, et puis les choses vont s'enchaîner finalement jusqu'à ce que Renoir, pendant la guerre, parte aux États-Unis. Et là, voilà, encore... il ne peut plus du tout se remettre à ce film, et il le laisse derrière lui, si on veut. Mais ses collaborateurs, dont Marguerite Houlet, qui est sa monteuse et encore à ce moment-là sa compagne, vont finir par monter le film, par mettre la musique de Joseph Cosma, qui était prévue au départ, dès 1936, mais la finaliser et finir le montage. Et donc le film est, on pourrait dire, achevé par d'autres que Renoir, mais pour autant pas dénaturé. Donc il l'a pas du tout renié, il l'a vu simplement en 1949. Donc film de 1936, achevé en 1946, sorti en salle en tant que court-métrage, avec 2 autres courts-métrages d'autres cinéastes, et vu pour la première fois par son réalisateur en 1949. Mais finalement, vous allez voir que tout ça se tient très très bien, et que peut-être que le film est aussi une réflexion sur l'inachèvement de quelque chose. Donc, je vous laisse le découvrir avec des gens que vous reconnaîtrez si vous avez vu les premiers Renoir au début de ce cycle. Par exemple, Jacques-Bernard Brunius, qui jouait dans Le Crime de Monsieur Lange ce client un peu libidineux et un peu bronzé, à moustache et à petit chien, et qui est un élément clé de l'équipe de la bande à Renoir, à la fois romancier, poète, résistant. En 1946, au générique, son nom, c'est Jacques Borel, parce que c'est son nom de combat à partir de 1940. Donc voilà, plein de gens très intéressants. Et bien sûr, Sylvia Bataille, là encore, que vous aurez vu si vous avez vu Le Crime de Monsieur Lange, qui joue la secrétaire amoureuse du méchant patron Jules Berry, et qui est en fait l'inspiratrice de ce film, et pour son producteur Pierre Braunberger, et aussi pour Jean Renoir, et qui apparemment attirait tous les désirs masculins autour de ce film, y compris ceux des assistants, parmi lesquels certains apparaissent en tant que figurants, son ex-mari Georges Bataille, Jacques Becker, Lucchino Visconti. Voilà, c'est une pléiade de figurants prestigieux. Donc bon film, et j'allais dire à tout de suite, puisque c'est seulement 40 minutes. On aura 2 micros, pas comme la dernière fois, et j'espère que vous parlerez du coup plus. Et on fera une petite pause, on discutera avant de passer les essais. Je voulais préciser que le film, je ne sais pas si j'ai été claire, devait de toute façon être un court-métrage. Il était produit comme étant un film donc, qui ferait de toute façon moins d'1 heure. Donc cette rapidité, elle est aussi bien sûr voulue, même si je vous disais qu'il y avait je crois que c'était 3 séquences qui n'ont pas été tournées, et qui en fait étaient la préparation au début de la famille avant de partir à la campagne, et puis aussi à un moment, donc avant l'épilogue, disons le retour sur la petite île, les retrouvailles, il y avait les 2 canotiers qui allaient
dans le commerce de la famille pour chercher la jeune fille. Donc voilà, c'est un petit peu... Mais sinon, cette densité et cette rapidité, elle est quand même dans le projet de départ. Y a bien un micro. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Oui. Alors attendez, excusez-moi, mais on va passer par le micro à chaque fois pour que tout le monde puisse profiter. Voilà. Oui, justement, je suis étonnée que ce soit ces scènes-là qui n'aient pas été tournées, puisqu'elles ne nécessitaient pas forcément d'extérieur. Et a priori, c'était à cause du temps. Donc, éventuellement, ça pouvait même être fait en studio, ces scènes-là. Alors, effectivement, donc, le tournage, il est principalement... il est fait d'abord dans les extérieurs. Et puis, il y a la catastrophe climatique qui fait qu'on attend, on reste assez longtemps. Mais les choses, il y a des jours où ça ne tourne pas parce qu'il fait trop moche. Et effectivement, s'est posé la question de faire un film vraiment complété, sans Jean Renoir. Et le producteur, Pierre Braunberger, est allé très loin là-dedans, puisqu'il a commandé à Jacques Prévert un complément de scénario. Ce que Prévert a fait. Sauf qu'en fait, ça changeait tout. Ça devenait un film à la Prévert, et donc vous savez, si vous êtes venu voir Le Crime de Monsieur Lange, que ça change aussi dans les dialogues. Enfin, voilà, il y a un sens du bon mot. Et puis, d'ailleurs, Prévert était avec une jeune femme qui était actrice, et il lui avait fait un rôle sur mesure en plus dans le scénario. Enfin, bon. Donc ça devenait complètement autre chose, et ça, Jean Renoir l'a lu, et a dit non, vraiment, je ne donnerai pas mon accord là-dessus, parce que c'est pas du tout... Voilà, c'est pas du tout le projet. Donc ça, c'était hors de question, même si ça a été écrit. Et quant à complémenter la chose, en fait, il fallait... le producteur avait quand même aussi besoin de l'accord du directeur du CNC, si vous voulez, du Centre de la cinématographie de l'époque, qui était d'ailleurs Jean Painlevé, le cinéaste qui a fait tous ces films avec des animaux, des vrais animaux, enfin, bref, et qui a dit, écoutez, vu les circonstances, qui a examiné un peu les pièces du dossier quand Renoir était en Amérique, et qui a dit, vu les circonstances, je ne vois pas, je n'autorise pas à ce que ce film soit complété comme ça, sans l'auteur. Enfin, donc voilà, donc ça s'est pas fait aussi pour des raisons quasi légales. C'était pas un conflit vraiment entre la production et Renoir, mais simplement c'était légalement bizarre de faire un film composite. Donc, et effectivement, ce que raconte le producteur, alors les mémoires des uns et des autres, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est que pendant la guerre, donc Pierre Braunberger était juif, il était à un moment, il a dû se cacher des Allemands, il est allé il était dans le Lot, et il s'est vraiment littéralement réfugié sur une île. Et il dit que c'est là qu'il a eu l'idée, alors sans doute à cause de la similitude du paysage, il s'est repassé le film dans la tête, et il s'est dit, mais en fait, il est quasiment fini, il suffit de mettre deux intertitres, et voilà. Alors c'est ce que lui raconte bien après coup. Et puis Renoir, lui, finalement, est, je pense, assez content quand il le voit. Et on voit bien qu'il y a là quand même l'essence, la quintessence peut-être de son cinéma. Donc finalement, tout ce qui est cet aspect narratif, Alors justement, je disais que je n'allais pas épiloguer sur le rapport entre le texte, entre la nouvelle de Maupassant et le film. C'est quand même une question... c'est-à-dire, et ça c'est lié avec le fait de ne pas tourner ces scènes un petit peu de récit, un petit peu plus qui sont pas dans le cœur sensuel et amoureux du film. Et ça quand même, ça a un rapport avec ce que Jean Renoir fait de cette nouvelle, qu'il aime. Il aime le style de Maupassant, la littérature, les nouvelles de Maupassant, c'est pas la question, mais ce naturalisme en littérature, il travaille quand même beaucoup sur l'ironie et sur la satire de cette classe petite bourgeoise, de ces petits bourgeois en goguette dès qu'ils voient une feuille, une branche d'arbre. Bon. Donc évidemment, ce contenu satirique, si vous voulez, critique, mais vraiment à la limite de la caricature délibérée, il y est. Il y est surtout au début dans le film. Et je trouve qu'on met un petit moment quand même à s'accommoder. On se dit, ah, ça va être ça. Alors, Gabriello, l'acteur, voilà, il y a un côté presque un peu musical, enfin, vaudeville.
et on se dit, quand même, Jean Renoir, on a vu même avant un peu mieux que ça. Donc il y a une espèce d'accommodement au début, et je trouve que justement, le film, aussi bref qu'il soit, progresse vers tout à fait autre chose, et parfois par rupture, par ellipse, mais en tout cas, il opère ce glissement vers autre chose, et qui serait plus propre, à mon avis, à Renoir qu'à Maupassant. Donc cette critique sociale, elle y est. Je disais, c'est la mise en présence, on pourrait presque dire de deux classes. Hein. Il y aurait ces commerçants, petits bourgeois parisiens, et puis les autres qui sont aussi parisiens, dans ce que je comprends, mais qui sont des bourgeois, des fils de famille, et donc plus finalement des espèces de grands bourgeois un peu oisifs, et qui voient finalement leur espace de loisirs envahi par ces petits bourgeois. Et ça fait quand même penser à l'époque du film, c'est-à-dire les premiers congés payés, et où il se passait peut-être un peu ça, hein, à savoir tout à coup, si tout le monde a des congés, la classe bourgeoise qui a ses loisirs va trouver ses lieux de pique-nique aussi envahis. Donc il y a cette rencontre entre ces mondes, et puis bien sûr la rencontre entre deux genres, parce que dans la construction du film, c'est quand même une mise en parallèle aussi, après, assez rapidement, entre les hommes de la famille Dufour et les femmes, avec un rapport à la nature différent. Donc, entre les Dufour et les Canotiers, première opposition, mais aussi première friction, un peu comme ça, érotisée, et puis distinction aussi entre la partie masculine de la famille Dufour et la partie féminine. Et là, on commence vraiment à aller vers le cœur, disons, du film, ce cœur de sexualité et j'allais dire ce cœur mélodramatique qui est quand même au cœur du film, qui est peut-être aussi pourquoi c'est le film préféré de certaines personnes. Je me tourne, c'est un peu obscène de se désigner comme ça, mais il me semble que c'est quand même ça, ce qu'il y a de plus poignant dans le film. Et c'est pour ça que je parlais de films sur l'inachèvement plutôt que de films achevés. C'est-à-dire qu'on arrive avec cette rupture, hein. En fait, les deux parties du film sont très hétérogènes dans la durée, puisque le retour, c'est un tout petit épilogue en termes de temps, avec cette année qui s'est écoulée et le mariage qui a eu lieu. Donc voilà, la rupture est totale dans cette ellipse. Mais en même temps, vous reconnaissez la branche. Vous avez vu que cette branche en U du petit cabinet particulier, dont on voit bien qu'elle est complètement pliée pour le film, hein, et évidemment qui renvoie au rapport à la nature aussi, à la construction du naturel dans le film, on la revoit à la fin. Donc il y a un effet de seuil dans le décor qui est créé par cette branche, et il se met comme ça, comme s'il était encadré, hein, Henri. Vous avez vu qu'il met sa tête comme ça, comme s'il était à la fois séparé d'elle définitivement, et en même temps déjà comme une sorte de médaillon. Donc voilà, je trouve que c'est pour ça que je parlais quand même du rapport à la nouvelle de Maupassant. Il y a cette ironie, il y a cette sécheresse par rapport à ces petits bourgeois qui s'émeuvent de rien et qui viennent manger de la friture polluée, hein, par la fabrique, par les huiles de la fabrique, et à qui on peut servir ça sans trop de scrupules. Et en même temps, il n'y a pas que cela. Et donc, par exemple, le personnage de la jeune fille, à la fois, il a cette innocence. Quand elle commence à parler, Sylvia Bataille, elle crie un peu pour parler à la grand-mère. On se dit, oulala, cette voix au perché, c'est la nunuche. Enfin, là aussi, je trouve qu'il faut une sorte d'accommodement. On se dit, ça ne va pas être ça quand même pendant tout le film. Et finalement, là aussi, il y a un assouplissement de ça. Donc, assouplissement du jeu, des acteurs qui sont vraiment des acteurs de la scène, c'est-à-dire la mère, Jeanne Marken, Gabriello, voilà, des acteurs, on pourrait dire, de métier. Et puis approfondissement, enfin disons profondeur, je trouve, grandissante des autres aussi, qui sont le couple central, à savoir donc Georges Darnoux et Sylvia Bataille, qui sont un peu tous les deux dans leur jeu, je trouve un peu similaires, c'est-à-dire
ne sachant pas exactement quelle place ils ont, n'étant pas à l'aise tout à fait dans leur personnage, comme le sont les autres qui sont un peu plus histrions. Et je trouve que ça correspond très bien à ce qui se passe, évidemment, dans le film. À savoir que, quand même, le film raconte le fait que cette ouverture à la nature, au cosmos, hein, à ce sentiment de la nature, etc., et à la sexualité, est en fait une ouverture qui va très vite se refermer en piège, et temporelle et spatiale. Et donc, je trouve que, y compris le jeu des acteurs, marque quand même cette idée que ce cadre bourgeois, finalement, il n'est mis entre parenthèses que très très brièvement, et que cette sortie dans la nature, dans la campagne, etc., sera très très vite, va tourner court. On pourrait dire que, alors, l'une des scènes les plus frappantes aussi esthétiquement, enfin visuellement du film, la scène de la balançoire, elle anticipe sur le fait que ce cadre petit bourgeois finalement va gagner et va piéger ce jeune couple, on pourrait dire, ou cette jeune fille. Pourquoi ? Parce que finalement, cette balançoire, qui nous est montrée comme un moment, disons, oui, là aussi, je trouve que c'est érotisé dans la façon dont c'est filmé. Hein, si vous avez vu cette photo célèbre et qui est utilisée comme affiche pour l'exposition Renoir père et fils, où on voit Claude Renoir, donc le chef opérateur et neveu de Jean Renoir, qui est sur une balançoire en face, qui a la caméra harnachée. Et donc, il y a certains plans où il filme voilà, en jumeaux, en balançoire jumelle en face d'elle. D'autres plans en plongée au-dessous d'elle. Donc c'est assez complexe, les différents axes de caméra qui sont choisis pour cette scène, mais en tout cas au moins la contre-plongée, donc vue d'en bas, montre quasiment une forme d'extase. En tout cas, il y a quelque chose qui est érotisé dans voilà, ce moment un peu libératoire de la jeune fille sur la balançoire, sauf qu'en fait, une balançoire, ça donne une impression d'envol, mais c'est sur un axe fixe. Donc voilà, c'est ça aussi que ça anticipe, c'est-à-dire ce côté sur des rails. Sachant que justement, je vous avais relevé dans la nouvelle, ce que je ne vais pas du tout faire à chaque fois, hein, c'était pas du tout pour... Mais... voilà, je vais amener... Oui, alors, voilà, donc Henriette, dans la nouvelle, elle essaie de, je cite, se balancer debout toute seule sans parvenir à se donner un élan suffisant. Et puis, sa mère, qui dans la nouvelle s'appelle Pétronille, assise sur l'autre balançoire, Madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue. « Cyprien, viens donc me pousser, Cyprien !» À la fin, il y alla, et ayant retroussé les manches de sa chemise, comme avant d'entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie. Donc les allusions, si vous voulez, sexuelles, y compris dans la scène de la balançoire, elles sont là chez Maupassant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois comment Renoir, c'est un cinéaste, c'est purement un cinéaste, donc il ne va pas commenter, il va trouver des axes et des façons de filmer pour rendre cet érotisme-là, et en même temps comment il est beaucoup moins ironique finalement, au fur et à mesure que le film, je trouve, progresse, et où finalement il n'a plus cette distance critique par rapport au sentiment de la jeune fille, et même du dragueur. Parce qu'il y a du canotier qui est... j'ai remarqué que les gens n'ont pas le même regard sur cet Henri. Voilà, selon qu'on est, alors pas forcément un homme ou une femme, hein, pas du tout, mais finalement, reste quand même une question. Je disais qu'il y avait les deux classes sociales, les deux genres, mais il y a aussi les deux caractères. Disons, on pourrait dire l'hédoniste, joué par Jacques Bernard Brunus, qui a une moustache bien plaquée,
et qui joue le faune, hein, qui vraiment imite un faune. Et ça, si vous êtes venu voir par exemple Boudu sauver des eaux, vous vous souvenez qu'au début de Boudu, le libraire Lestingois a un fantasme sexuel dans lequel il se déguise en faune. Et puis finalement, il dit « Oh, mes pipeaux sont fatigués ». Et il va passer la main à un autre amant pour sa jeune maîtresse. Mais donc, voilà, ce fantasme dionysiaque, comme ça. Et puis l'autre, c'est plutôt le mélancolique. Ouais, j'ai l'impression que ça... Tu tiens ton micro en haut. Oui. Si tu le tiens là, ça va couper le son. D'accord, merci. Pardon pour le... Désolée. Donc voilà, donc l'autre, c'est plutôt le mélancolique qui, au départ, dit non, mais je ne veux pas draguer, etc. Bon, d'accord, on y va. Mais vous aurez remarqué, et ça c'est... cette scène de la balançoire, elle est très importante aussi dans son choix, dans son dispositif visuel, puisque vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe, c'est Rodolphe qui dit allez, on les regarde, et paf, il ouvre le volet, et tout à coup on se retrouve vraiment avec un cadre dans le cadre, avec un surcadrage magnifique, cette fenêtre qui s'ouvre sur les deux balançoires. Alors ce décor-là, en fait, c'est un décor artificiel, c'est un décor monté dans le jardin, même si quand on voit à l'inverse le contre-champ de ça, c'est-à-dire les deux à la fenêtre, là c'est la vraie maison. Mais en tout cas, il fallait ce dispositif de fenêtre. Alors là encore, si vous êtes un peu familier de Renoir, ça vous fait penser aussi au petit théâtre. Le petit théâtre de Guignol qui ouvre la Chienne. Tout ça, ce sont des dispositifs comme ça, de cadre dans le cadre, qui nous font penser à une représentation. Donc là, on est, disons, dans un régime plutôt naturaliste, mais en même temps, la présence de cette fenêtre et quelqu'un qui décide, allez, on les regarde, ça ouvre vraiment au scénario du fantasme, si vous voulez. C'est comme une sorte de décision de... Voilà, on va regarder l'image et on va voir si dans cette image quelque chose est suffisamment attirant pour que soi-même on sorte et on fasse partie du film. Et évidemment, c'est ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, vous remarquez que le programme énoncé par Rodolphe, c'est-à-dire tout ce qui va se passer, effectivement va s'accomplir. Il y a une forme de prophétie, sauf que c'est inversé, puisqu'il y a l'inversion des femmes entre la mère et la fille. Mais c'est exactement ce qui va se passer. Donc le film, en fait, n'est pas du tout... a une espèce de rapport à l'improvisation qui est très, très calculé. En fait, c'est très construit, y compris à l'intérieur du récit, puisque ces deux-là se programment leur destin, y compris donc le destin un peu tragique, ou en tout cas mélodramatique, de Henri et Henriette. Et même dans le fait que leurs prénoms soient jumeaux, il y a évidemment là quelque chose de fatal, on pourrait dire, dès le début. Alors, dites. J'en arrive au point où je voudrais que vous parliez. Oui. Question peut-être un petit peu curieuse. Guy de Maupassant est mort en quelle année ? Je suis très mauvaise avec les dates. Est-ce que ça m'échappe Oui. Qui c'est ça ? Attendez, je vais peut-être chercher dans mon livre. Je vais chercher sur mon smartphone. Mais allez-y, mais continuez. Je n'ai pas mon téléphone non plus. Pourquoi ? Voilà, merci. Fallait que et fou, enfin, et détruit. Parce qu'il a fait beaucoup de canotage. Donc 1893. La question, c'est... Oui, Flaubert lui reprochait d'être un dragueur comme ça, dire un canotier, d'avoir trop... Dans une lettre de Flaubert, il lui dit ça, trop de putain, trop de canotage, etc. Donc Maupassant était un... Est-ce qu'ils sont connus avec le Renoir père Oui, avec Renoir père, oui. Père, oui, puisque Jean Renoir est né 1 an après la mort de Maupassant. Ouais. Donc c'était pas biographique pour Renoir. Par contre, il a connu Zola, par exemple. Il dit qu'il a vu Zola venir voir son père. Mais sinon, c'était pas un souvenir
personnel d'avoir vu Maupassant pour Renoir. Mais il fait quand même revivre toute une époque qui est évidemment une époque qui l'intéresse. Et si vous venez voir French Cancan à la fin de ce cycle, vous verrez que c'est effectivement cette époque-là qui l'intéresse. Là, on est un petit peu avant, mais enfin, en tout cas, la deuxième moitié du 19e siècle, c'est une époque qui fait revivre, y compris en envoyant Jacques-Bernard Brunius, qui faisait un peu office, donc qui joue Rodolphe, qui fait un peu office aussi de directeur de production, en l'envoyant aux arts décoratifs recopier, enfin prendre des modèles de robes d'époque, et notamment la robe, vous aurez remarqué que la robe à nœuds de la mère ressemble beaucoup à la robe du personnage dans le tableau qui s'appelle La Balançoire de Pierre-Auguste Renoir, 1876. Et d'ailleurs, cette balançoire, on peut la voir à Paris au musée de Montmartre. Elle est encore là dans ce qui s'appelle les Jardins Renoir, mais parce qu'il y a eu à un moment un petit atelier de Pierre-Auguste Renoir. Bref, donc effectivement, le film évoque par son décor plusieurs tableaux impressionnistes, y compris du père, le déjeuner des canotiers, enfin plusieurs tableaux, d'autres au bord de la Seine. Là, c'est le loin, mais voilà. Il y a cette, je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, dans cette idée que c'était disons le monde et l'époque du père. Après, dans le style, moi, je suis pas si sûre. Enfin, je ne trouve pas qu'il y ait de tropisme purement stylistique de la part de Jean Renoir par rapport au style impressionniste. Je ne pense pas qu'il cherche absolument à rechercher l'équivalent cinématographique de l'impressionnisme. Évidemment, s'il y avait eu plus de soleil, je pense que ça l'aurait intéressé de faire des jeux de taches de soleil, etc. Là, c'est quand même très réduit. Et d'ailleurs, les plans très beaux de la pluie sur la rivière ont été tournés après par son opérateur, qui était très proche de lui, qui a commencé très très jeune, à 20 ans, sur le film qui s'appelle La Nuit du Carrefour en 31, qui ensuite a été chef opérateur à partir de Tony en 34. Donc voilà, Claude Renoir, il est proche aussi esthétiquement de Jean Renoir, mais en tout cas, c'est lui qui a pris la décision après de tourner ses plans. Donc, moi, je trouve que c'est presque un moment les plus beaux du film, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, l'enchaînement entre le moment où Henriette couche avec le canotier et justement où il y a les larmes, etc., et où on enchaîne sur la pluie, la tempête. Je trouve que c'est un moment qui est vraiment incroyable, et le côté, voilà, la nature, en fait, qui exprime finalement ce qui s'est passé, enfin, tout simplement. Et moi, je trouve que c'est vraiment un moment incroyablement rare dans le cinéma. Enfin, on est présent dans le cinéma muet, je sais pas. Enfin, quelque chose. Oui, tout à fait. On a l'impression là, et alors du coup, quand on sait que c'est pas tout à fait des plans de Renoir lui-même, effectivement, il y a un petit changement de régime quand même, parce que tout à coup, on est plus dans le métaphorique, dans cet orage ou dans le poétique, la pure poésie, enfin visuelle, presque abstraite de cette pluie, ce que fait la pluie à la surface de l'eau. Et on peut se dire, bien sûr, c'est l'orage dans la vie, etc. Mais c'est plus fort que ça. C'est purement poésie documentaire qu'on trouve d'ailleurs dans des films effectivement plutôt de cinéastes un peu plus expérimentaux de l'époque, des années 20 et des années 30, même Joris Ivens, voilà, des choses de l'ordre de la matière, enfin de quelque chose de très documentaire et en même temps très abstrait. Donc c'est pas là, on décolle un peu purement de Renoir, mais c'est une très bonne idée d'avoir prolongé l'esprit, on pourrait dire, du film vers quelque chose qui est peut-être une modernité un peu plus Je pense que ça, lui, radicale. il l'aurait pas tourné, Renoir, c'est ça ce que tu veux dire? Je ne sais pas s'il aurait eu l'idée, parce que je pense qu'il a une... Et alors ça, c'est vraiment des suppositions. C'est vrai qu'il a des idées, je pense, plus organiques. Enfin, quand les choses, d'abord, comme je dis, sont préparées. Donc, il n'improvise pas complètement des plans comme ça. Et d'autre part, il y a une histoire, il y a un rapport aux acteurs, on va le voir en regardant les essais. Enfin, donc, c'est un tout petit peu plus loin d'aller filmer de manière presque abstraite les plans de pluie. Parce que la caméra, voilà. C'est comme si la caméra se détachait à un moment donné, parce qu'on la voit elle-même glisser sur l'eau, en fait, en travelling arrière. Oui, tout à fait. Et en fait, on a vu et on verra dans d'autres films de Renoir, tu vas nous le redire sans doute, mais
le motif de l'eau, du Oui, fleuve, alors, etc. oui. Enfin voilà, il y a 1000 choses à dire sans doute. Mais là, j'ai l'impression que tout est concentré. Et le fait que la caméra se détache des acteurs pour aller sur l'eau, c'est quand même très très fort. Et ça, enfin voilà. Après, je ne sais pas comment l'exprimer exactement. Absolument, je suis d'accord que ça prolonge complètement ce qui est déjà dans le film au départ, puisque c'est une partie de pêche. Enfin, il y a toute cette partie où elles se font enlever délibérément par les deux yoleurs. Yoleurs, je fais exprès de... où on glisse sur l'eau. Et donc, effectivement, j'avais amené un extrait de Ma vie et mes films, qui sont les mémoires de Jean Renoir parus en 1974. Et il parle beaucoup de l'eau, y compris dans son enfance, avec son ami qui s'appelait Godfer, qui était un petit garçon très très pauvre, qui n'avait pas de quoi avoir un camarade d'enfance, quoi, qui braconnait. Bon. Alors, il dit « Nous descendions vers la rivière. Parmi les nacelles amarrées, nous en choisissions une. Les cadenas n'avaient pas de secret pour Godfer. Puis, nous nous allongions sur le fond plat de l'embarcation que nous laissions glisser dans le courant. C'était divin, aussi divin que le rideau de Guignol. C'est-à-dire le rideau de Guignol, c'est ses premiers émois de spectacle. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve souvent des petits théâtres, etc., dans ces films. Donc vous voyez le rapprochement entre l'impression qu'on a quand on est allongé dans une barque et qu'on regarde défiler comme ça le ciel ou le paysage glisser, et la représentation cinématographique. Alors, il écrit plus loin, un élément qui sans aucun doute m'influença dans ma formation d'auteur de film est l'eau. Je ne conçois pas le cinéma sans eau. Il y a dans le mouvement du film un côté inéluctable qui l'apparente au courant des ruisseaux, au déroulement des fleuves. Ça, c'est l'explication maladroite d'une sensation. En réalité, les liens qui unissent le cinéma et la rivière sont plus subtils et plus forts parce qu'inexplicables. Et là, il reparle de Godfer. Et il dit que dans ces moments où il était dans la nacelle, j'éprouvais une émotion très proche de celle que je ressens aujourd'hui lorsque j'assiste à la projection d'un film qui me touche. Je sais que l'on ne peut pas remonter le courant, mais je suis libre de ressentir à ma façon la caresse du feuillage sur le bout de mon nez. Pour moi, c'est cela un bon film. C'est la caresse du feuillage pendant une promenade en barque avec un ami. Voilà. C'est une citation un peu longue, mais ça fait quand même réfléchir sur... à la fois l'aspect extrêmement sensuel de ce cinéma et sensoriel, et à la fois la vision esthétique qui est tout à fait construite et qui tient, je veux dire. C'est à la fois théoriquement ce qu'est le cinéma, un médium du temps qui défile, qu'on ne peut pas remonter, etc. Je trouve ça assez fort, de faire de la théorie en même temps en étant au plus près d'un souvenir sensitif. Alors peut-être on regarde les essais, oui, et puis sûr. on se reparle après. Mais si vous avez des commentaires ou des questions, même si elles n'ont pas de rapport, vous serez les bienvenus. Alors, juste deux remarques. D'abord, bien sûr, le montage avec la musique, on n'est pas forcément intéressant d'avoir mis de la musique dessus, mais bien sûr la deuxième partie, vous avez vu, c'est les rushs, c'est pas des essais, ce ne sont pas tous les rushs, pas du tout, puisqu'on a retrouvé 4h30 de rush, mais effectivement la plus grande partie c'est les essais, et puis ensuite il y a cette fameuse scène du cabinet particulier, et je trouve très intéressant de voir ces différentes prises du moment clé du film, de cette scène d'amour-là. Juste sur les essais, pour ceux qui ne connaissent pas Renoir, ça peut arriver. Bien sûr, le père Poulain, l'aubergiste, le veuf Poulain, c'est Jean Renoir lui-même. Dans l'un des rôles qu'il s'est attribué dans ses films. Alors, on a toujours un petit peu de mal avec le jeu de Jean Renoir, surtout en particulier dans ce film. Il n'a pas beaucoup de répliques. En même temps, vous noterez que c'est quand même lui qui dit « Ah là là, c'est un sacré morceau », etc. Donc, toutes les métaphores culinaires qui ouvrent à la sensualité, à la sexualité dans le film. Et c'est lui qui dit « Moi, si j'étais vous, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps, mais si j'étais vous, je sais bien ce que je ferais. » Et je pointe le fait que le personnage qu'il s'attribue, le père Poulain, est celui qui programme le scénario, qui dit moi, je le fais pas, mais allez-y, vous, faites-le. Et ça, c'est exactement, bien sûr, le rôle du metteur en scène. Et Jean Renoir va s'attribuer, dans la règle du jeu, 2 ans...
3 ans plus tard, un rôle beaucoup plus conséquent, le rôle d'Octave. Mais finalement, il y a toujours cette idée de comment traduire dans un personnage du récit son rôle très compliqué, voire ambivalent et un peu tordu de metteur en scène. Voilà, ça c'était une remarque parce que je n'avais pas parlé du fait que Renoir joue quand même dans son propre film sur les essais. Tous les essais qu'on fait faire, il y a des histoires de lumière, de profil. Hein, donc j'aime bien voir des essais parce qu'on est ramené quand même à une dimension du cinéma qui est la photogénie. C'est pas rien. Quelle tête on a, à droite, à gauche, la dissymétrie de notre visage, comment la peau prend la lumière ou la prend pas, comment quand on fait une contre-plongée, est-ce qu'on voit les narines en dessous, etc. Et ça, je trouve que c'est toujours humbling, comme on dit en anglais, ça nous ramène à une certaine humilité, y compris les acteurs, voilà, d'être filmés un peu comme pas comme des animaux, mais en tout cas comme des êtres à qui il faut adapter la façon de la prise de vue. Et je trouve que ça s'applique en particulier pour l'actrice Sylvia Bataille, enfin ex-Bataille, puisqu'elle est à ce moment-là déjà séparée de Georges Bataille, l'écrivain qu'on voit, donc c'est le premier séminariste qui passe, qui la regarde comme pour un dernier coup d'œil. Et donc ils sont en bons termes, mais ils sont séparés depuis plusieurs années. Et cette Sylvia Bataille, il faut quand même dire que c'est absolument la raison pour laquelle le film existe. Donc à la fois, je le disais, pour le producteur, qui était amoureux d'elle et qui n'arrive pas vraiment à avoir une vraie liaison concrète avec elle. Enfin, j'ai l'impression elle le fait un peu courir. Et puis Renoir lui-même. Et ça se voit quand même dans la façon dont il la filme. Dans la façon aussi où peut-être sa photogénie à elle est quand même très singulière. Donc c'est pas une beauté classique, et je trouve que plus on la voit, et plus on la voit dans les essais, refaire les mêmes gestes, enfin tourner la tête, etc., plus on est quand même intrigué, je dirais, par la façon dont ses traits sont mis ensemble. La composition de son visage, le fait que son nez est peut-être un peu gros, les différents, en fait, des choses qu'on a tous, mais qui se posent différemment quand on est filmé en tant qu'actrice à l'écran. Et donc, je trouve que ce visage a une sorte de mystère pour cela, c'est-à-dire de comment ses traits sont agencés et comment elle a une tête différente selon l'angle, voilà, et qu'il y a une espèce de moustache à un moment dans le film, je trouve, qui voilà, une ombre très marquée, enfin, qu'on voit moins dans les essais, où on a l'impression que la lumière est plus travaillée, hein. On est dans des extérieurs, on a l'impression, je pense qu'on est à Billancourt, enfin, il y a une lumière plus forte. Donc voilà, je trouve toujours intéressant les essais aussi pour ça. Et puis, et les essais et surtout les rushs de la scène d'amour disent quand même quelque chose, je crois, de ce que Renoir a voulu attraper, on pourrait dire, de cette actrice. Et là, il y a une forme de triangulation qui se fait entre celui qui joue Henri, donc Georges Darnoux, drôle de bonhomme aussi, drôle de tête aussi. Alors c'est autre chose, parce que ce serait un peu, à mon avis, vite fait de dire « ah oui, c'est des visages datés ». Voilà, on est dans les années 30. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. Ce n'est pas quelque chose qui était une mode à une époque et qui passe. Moi, je pense que Renoir a un art du casting particulier et un sens de la physionomie. Et c'est pas pour rien qu'il a choisi Georges Darnoux. Il faut peut-être dire que ce Georges Darnoux, c'était en fait un aristocrate complètement débauché, qui courait à la fois les femmes, qui courait parce que c'était un coureur automobile, qui buvait mais comme pas possible. On a des lettres où il dit je suis à l'hôpital, j'en profite pour me désintoxiquer de l'alcool, puis évidemment après il retombe, etc. Donc voilà, c'est un type qui grille la vie par tous les bouts. Et d'ailleurs, quand il est question de faire des retournages, puisque le film, avant d'être
avant 1946, il y a quand même des tentatives juste après la fin du tournage, donc après cet été-là, de retourner certaines scènes. C'est plus possible avec Georges Darnoux parce qu'il était tellement bourré un soir qu'en remontant le moteur avec la manivelle, il s'est pris ce qu'on appelle vraiment un retour de manivelle, et donc il avait la lèvre et les dents cassées. Enfin bon, un truc horrible. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut ces visages pour faire un film, et c'est pas seulement anecdotique. Et à mon avis, c'est pas anecdotique que Renoir ait finalement attribué à Henriette la drôle de tête parmi les deux, si vous voulez. Parmi les deux dragueurs, je pense qu'il y en a un qui, voilà, Brunus, qui a cette élégance un peu de bellâtre, plus habituelle, un corps plus élancé. Eh ben non, c'est l'autre. Et il y a vraiment un rapport de triangulation, si bien qu'il y a eu parfois, beaucoup plus tard, des gens qui ont pu écrire que cette érotique du filmage, voilà, elle met en jeu une forme de jalousie, disons, de la part du cinéaste. Et ça a même été vu de près dans cette scène du cabinet particulier, dans cette scène d'amour, puisqu'on a l'impression un petit peu que celui qui joue Henri est un peu poussé, je dirais, poussé hors des bords du cadre. Effectivement, d'abord, ces très très gros plans, c'est quand même très osé d'aller aussi près des corps, des bouches, de la peau. Pour l'époque, enfin, imaginez là, le code Hays qui commence à ce moment-là aux États-Unis. Enfin, c'est absolument impossible, une telle crudité dans la sexualité. Donc c'est assez fort. Mais il y a aussi cette idée que peut-être cet amant, il est là et il est un peu, il gêne un peu. Donc je trouve qu'on sent dans ces rushs quelque chose qui est recherché par le cinéaste avec son actrice. Je ne parle pas en acte dans la vie, un rapport à la ville. Je parle de ce qu'il cherche au moment, en tout cas, où il filme. D'où aussi ce regard caméra qui est gardé dans le film. D'abord, vous aurez remarqué que la prise qui est gardée dans le film, c'est celle où on voit le plus nettement qu'elle consent au bout d'un moment. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire que c'est vraiment très très net dans le film que, bon voilà, finalement, elle l'embrasse et il n'y a pas d'ambiguïté à ce basculement. On peut trouver ambigu le fait de scénariser ça de la sorte, hein. Mais en tout cas, c'est plus clair dans la prise qui est gardée dans le film. Et puis donc il y a ce moment où elle se tourne vers la caméra et où il y a encore le petit reste de larmes. C'est vraiment assez extraordinaire parce que est-ce que c'est la larme du moment du rossignol qui est resté, ce rossignol qui est une sorte de déplacement à la fois romantique, l'oiseau de Roméo et Juliette, de la nuit, etc. Et en même temps, parfois, dans la littérature, désignant le membre sexuel, etc. Donc voilà, toute cette ambivalence-là de ce déplacement, ce regard vers le hors-champ, vers le haut, alors que va se passer quelque chose de tout à fait terre-à-terre et concret et sensuel. Donc ce reste de larmes, et puis ce regard caméra, qui est, comme tout regard caméra, qui brise un tabou du cinéma. L'acteur n'est pas censé regarder directement dans l'objectif, c'est-à-dire n'est pas censé nous regarder, nous, spectateurs, et a fortiori regarder le cinéaste. Et j'ai l'impression, moi, quand je vois ce regard, que ce n'est pas tout à fait simplement le personnage d'Henriette qui regarde vers cette direction. Je trouve qu'on a aussi l'impression que c'est l'actrice qui regarde le cinéaste, qui veut savoir ce que le cinéaste peut-être a pensé de cette prise-là. Donc, ou qu'elle le défie, oui, tout à fait, qu'elle le défie dans ce triangle, dans ce jeu-là de triangle. Et je vais ajouter à l'anecdote en vous disant que Alain Renoir, car il y a un autre Renoir dans ce film qu'on voit, c'est le tout premier personnage qu'on voit dans le film, c'est le petit garçon qui pêche, c'est donc le fils unique de Jean Renoir, Alain Renoir, qui a 15 ans, oui, au début, quand la famille s'arrête sur le pont. Et donc Alain Renoir servait aussi de clapman pendant le tournage, et il a surpris Sylvia Bataille et Georges Darnoux en pleine étreinte, voilà, pendant le cours
du tournage, et du coup, il a fait semblant de croire ce qu'ils lui ont dit, à savoir, on répète notre scène. Mais évidemment, voilà. Donc il y avait tout un réseau, si vous voulez, de désir autour de cette actrice. Ce qui peut nous paraître étonnant parce que sa beauté, voilà, ne correspond pas forcément à notre sens de... Peu importe. C'était une personne qui attirait ce type de désir. Et puis c'était aussi une femme qui avait été avec Georges Bataille et qui allait d'ailleurs épouser ensuite Jacques Lacan. Enfin, vous voyez, elle est déjà prise dans un réseau de désirs qui en suscite d'autres. C'est la médiation aussi du désir qui est assez folle. Et dans la scène de la balançoire, Henriette est vraiment phagocytée par les regards masculins, parce que quand on y pense, donc la référence, elle n'est pas seulement à la balançoire de Pierre-Auguste Renoir, je dirais, elle est même assez peu à ce tableau au niveau de ce qu'on voit. Elle fait plus penser à, je crois que c'est Fragonard, Hasard de l'escarpolette, c'est-à-dire quand est-ce que la jupe va laisser voir le dessous. Donc évidemment c'est ce qu'attend Rodolphe quand il dit mais quand elle va s'asseoir ça va être beaucoup mieux, etc. Et ça c'est des questions d'angle aussi, justement d'angle de regard. Donc elle est à la fois vue par les gamins qui passent, qui s'arrêtent au bord de au petit muret, elle est vue par les séminaristes, elle est vue par les deux types à l'intérieur de l'auberge, plus la servante qui est jouée par Marguerite Houlet-Renoir, la monteuse et compagne de Renoir. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'yeux qui entourent le personnage et aussi, je dirais, l'actrice Sylvia Bataille. Donc ça, c'est un désir quand même assez piégeant. C'est pour ça que cette question du cadre, je disais, cette question de la pression du cadre autour de la femme, de la jeune femme, de son corps, elle est quand même très marquée. Par contraste, on pourrait dire, il y a l'aspect hédoniste du rapport entre Rodolphe et la mère. Où là, on sait très bien que c'est une liaison, c'est un batifolage qui n'aura pas de conséquences, on a l'impression, sexuellement, voilà, il n'y a pas de risque d'enfant, la femme est mariée, etc. Voilà, c'est vraiment deux régimes complètement différents. Et c'est aussi pour ça que je disais que le film n'était pas si inachevé que ça et peut-être qu'il réfléchissait à l'inachèvement comme étant un achèvement, puisque finalement, c'est quand même ça, c'est l'histoire d'un amour qui n'a pas eu le temps de prendre de l'ampleur et qui a été coupé net, mais qui en même temps est considéré comme le seul amour. C'est très clair que quand c'est l'une des phrases, je trouve, les plus déchirantes, et là encore, je ne sais pas si c'est ce qui en fait pour certains leur film préféré, mais moi, par exemple, oui, ce serait pour ça, et peut-être que d'autres trouvent ça ridicule, mais cet échange dialogué, quand il dit, tu sais, j'y ai mes meilleurs souvenirs, avec son air un peu, justement, peut-être un peu composé, on ne sait pas, de mélancolique, et qu'elle lui répond, moi j'y pense tous les soirs. Là, on a presque deux rapports à la passion qui sont exprimés. On a l'un qui croit être, je trouve, qui croit être dans l'extrême pathos déjà, en disant, j'y ai mon meilleur souvenir, et puis l'autre qui tout à coup parle de tragique. Enfin voilà. Là se dit peut-être quelque chose d'un rapport entre les sexes absolument impossible à faire coïncider. Mais bien sûr, j'assume entièrement la part de projection qu'il peut y avoir. Il y a quand même aussi la question de quelque chose qui a été perdu. Enfin, là, en l'occurrence, l'innocence aussi. Enfin, je veux dire, moi, en fait, ce que je vois aussi dans ce film-là, c'est ça, en fait, une dimension de quelque chose qu'on a perdu, en fait. Et y compris par rapport au film, c'est peut-être idiot de dire ça, mais j'ai l'impression que de voir certaines choses comme pour la première fois, et notamment les fameuses scènes de nature, en fait, avec la pluie, etc. Ça a été filmé sans doute des milliers de fois, ce genre de choses. Mais quand on le voit, en fait, au moment où on le voit, on a l'impression que c'est la première fois que le cinéma nous fait découvrir ça. Et le film me laisse cette impression qui est parallèle à l'histoire de leur amour, en fait, que c'est arrivé une fois, on le voit une fois pour la manière la plus belle, mais qu'on ne le reverra plus à nouveau comme ça, en fait. Et que ça va être confisqué. Je trouve que c'est ça qui me touche beaucoup dans le film, en fait. C'est que sur le fond et la forme, en fait, finalement, il y a ce sentiment. Enfin,
Oui, tout à fait. D'où Ouais, la ouais. coïncidence aussi de l'histoire du film, où Renoir abandonne le film, si vous voulez, vraiment comme un séducteur abandonnerait une conquête, si bien que Sylvia Bataille raconte qu'elle l'a même... Enfin, il y a eu une crise très très forte. Il y a eu à un moment une haine, et où elle a, devant toute l'équipe, elle l'a insulté d'avoir accepté de se rendre à Paris parce qu'elle avait refusé d'y aller pour signer elle-même un contrat, etc. Donc elle s'était engagée. Tout ça, c'est aussi une aventure qui lie ces personnes qui font le film. Et donc Renoir, en continuant son travail, c'est-à-dire en allant faire les bas-fonds, trahit selon elle. Donc c'est une perte, mais c'est aussi un abandon au sens du séducteur. Enfin, il y a une forme quasiment de donjuanisme. Sur cette question de première fois, là, je pense que c'est vraiment une qualité esthétique de la part de Renoir, pour le coup, aussi, c'est-à-dire de comment, au cinéma, construire les plans, les séquences, mais aussi les plans, j'allais dire les attaques de plans, par quoi ça commence, comment ensuite la caméra bouge et qu'est-ce qu'elle montre après avoir montré le petit garçon avec son seau de pêcheur, comment créer quelque chose d'inchoatif, pour employer un gros mot, donc voilà, des commencements. Comment montrer, donner cette impression de commencement. Et effectivement, je pense que Renoir cherche ça depuis le début quasiment, et notamment avec la mobilité de sa caméra. Et pour ceux qui sont venus voir récemment et La Chienne et Boudu sauver des eaux, je crois que vous avez encore dans l'œil le fait que le déplacement même de la caméra dans certaines séquences nous donne l'impression de créer le monde. Enfin, à la fois, c'est un cinéma réaliste, donc on sait qu'il est là et qu'on va le voir puisque le cadre va avancer, mais en même temps, il organise quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est très très fort et qui fait que Renoir est un grand cinéaste et pas quelqu'un qui enregistre ou simplement qui met en scène quelque chose d'un peu théâtral et puis ensuite le capture sur pellicule. C'est vraiment cette tension très forte. Est-ce que quelque chose advient ? Est-ce qu'on va faire advenir quelque chose sur un tournage qui excède le préparé ? Mais il faut que ce soit préparé. C'est ça le malentendu avec l'histoire de l'improvisation. C'est pas du tout d'improviser des dialogues ou d'improviser un scénario. C'est d'avoir tout préparé et puis quelque chose en excès ou un dérapage ou déborde. C'était André Bazin, le critique, je crois, qui disait quand la couleur déborde le trait. Hein. C'était ce qui caractérisait Renoir. Donc c'est ça aussi, je pense, qui nous donne cette impression des premières fois, et pas seulement la première fois amoureuse, qui arrive dans le scénario à cette jeune fille. Et d'ailleurs, au début, son innocence nous apparaît comme justement une naïveté un peu agaçante, Et puis quelque chose. Oui, parce que ce que je disais, on est un peu dans la caricature, des petits bourgeois qui sont de toute façon caricaturaux. Oui, les petites chenilles, les petites bêtes, et puis en fait. En même temps, c'est quand même aussi un peu vrai, ce genre de. Je veux dire, on doit des moments comme ça en famille, avec des remarques ridicules ou stupides. Évidemment, là, il en rajoute, mais c'est caricatural, mais pas tellement plus que dans la vie parfois, je trouve. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qu'il arrive à faire, c'est de conserver la dimension critique de ça, socialement critique, et en même temps d'ajouter ce sentiment cosmique qui est très lyrique et sérieux et partagé par tous, de ce rapport à la nature, du lien avec la sexualité, etc., entre le corps et la nature, sans que ce soit uniquement de la dérision. C'est ça qui est... Et d'ailleurs, je disais, il y a les deux sexes au sein de la famille Dufour, les deux, Anatole et le père, et puis la mère et la fille. Comment ils ont un rapport à la nature quand même très différent. C'est-à-dire qu'elle parle des petites chenilles, de la reproduction, etc., des cerisiers, et puis les maris, ils parlent de prédateurs qui sont au fond de l'eau, de chasse, etc. C'est quand même, c'est assez bien vu de ce point de vue-là, mais ça vient de Maupassant. C'est pour ça que je trouve que ce qui est plus fort de la part de Renoir, c'est la mise en scène, justement. Et cette façon de mettre en scène de telle manière qu'on a l'impression que effectivement il y a des premières fois, il y a une première fois, et qu'en plus elle est guillotinée, on pourrait dire, par une perte irrémédiable, avec cette scène terrible du mari qui est là et qu'on entend encore hors champ, qui appelle Henriette comme ça au réveil
de sa sieste à la fin, vous remarquerez que les petits bourgeois sont toujours engoncés dans leurs vêtements. Il y a une espèce de raideur, l'habit fait le moine pour eux, quoi. Ils sont tous, le père, Anatole, il faut que sa femme l'aide à mettre sa veste, enfin vraiment il y a quelque chose de très physiquement, toujours ce cadre très très oppressant. Je ne sais pas si d'autres ont eu la même sensation que moi. Autant dans Boudu, on retrouvait du Charlot. Et là, moi, j'ai vu Laurel et Hardy dans Le Père et Anatole. Oui. Et justement, comme vous disiez, les vêtements qui engonçaient, je trouvais justement que le père, il craquait dans ses vêtements. On avait le col qui partait d'un côté, et comme si la nature lui déguenillait finalement le corps. Et moi, pendant tout le film, j'ai pas arrêté de voir Laurel et Hardy dans ces deux personnages. Alors, je sais pas si c'est leur jeu habituel ou si... s'ils ont joué comme ça. Moi aussi, j'y ai pensé. J'ai retrouvé ces notes-là où je m'étais marqué Laurel et Hardy. Et du coup, je ne sais pas si c'est à un moment, peut-être ça a été même délibérément une intention. Effectivement, je pense qu'il y pense. Le faux col, il est enlevé dès le départ. Hein. Vous vous souvenez, quand ils sont dans la voiture dès le départ, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on franchit, j'allais dire le périphérique qui n'existe pas encore, on fait péter le faux col. Ça fait partie, je pense, justement, de ce cliché, enfin, de cette attitude de on va à la campagne, donc on va quand même pas manger à l'intérieur. Il pleut, tant pis. Enfin, on est là pour pique-niquer, il faut s'asseoir par terre. On est au bord de l'eau, évidemment qu'il faut manger de la friture. On va pas, voilà. Donc c'est tous ces, bien sûr. Et donc il faut aussi se dégrafer, se délasser, comme dit la mère, bien sûr. Et évidemment, les feuillages, enfin le déshabillage ne prend pas la même signification entre les types qui sont engoncés et qui débordent du cadre, et puis les femmes qui finalement vont se laisser défaire. Mais vous remarquerez que, de même que le repas lui-même, on en parle beaucoup, on a le menu, du sauté de lapin, etc., mais on ne le voit pas, on ne les voit pas vraiment manger, enfin, c'est vraiment, on les voit à la fin du repas. De même, l'acte sexuel lui-même est traité de manière à la fois très quand même crue dans ces très gros plans de baisers, etc., ce regard, et en même temps, il fait pas l'effort, par exemple, de montrer la robe dégrafée, pas du tout. Elle se relève, elle se rhabille pas. Enfin, c'est ce jeu-là qui est, je trouve, intéressant, entre trop montrer et ne pas assez montrer. Et là, on n'est plus du tout, pour le coup, dans le burlesque. C'est un autre régime. Et il y a ces régimes-là, c'est-à-dire à la fois du satirique, du burlesque, etc., et du lyrique, du mélodramatique qui cohabitent dans le même film, dans le même court-film. C'est ça qui est quand même, je trouve, très fort et très étonnant. Mais finalement, dans La Chienne aussi, quelque part. Il y avait un meurtre, voilà. Et il y avait des choses drôles, des excès de gouaille, etc. Et puis... un pathétique dans le jeu de Michel Simon de cet homme trahi, voilà. Donc ça, Renoir effectivement est très fort pour contenir tout ça dans un seul film. Bon. Est-ce que tu veux montrer ton extrait ? J'hésite un petit peu. Est-ce que vous voulez voir les deux petits extraits que je vous ai amenés ? Je vous dis ce que c'est. Parce que c'est un petit... Là où j'hésite, je vais vous dire pourquoi. C'est que, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de très poignant et très, très, très beau dans la grâce de ce film-là. Donc en montrer d'autres, c'est toujours ce problème. Mais peut-être un peu comme une coda. Et puis aussi parce que, donc, voici les deux extraits. Le premier extrait, c'est un extrait des Bas-fonds, ce film pour lequel Renoir a abandonné lâchement ce film-ci, qui est un film pas commandé par le PC, mais en tout cas le Parti communiste était très content que Renoir accepte de faire un film d'après Maxime Gorky. Et le film est quand même, je trouve, assez bizarre. Il est intéressant parce que Renoir veut absolument... Enfin, c'est la rencontre Renoir-Gabin qui va donner des choses très très belles. Et voilà. Et j'espère que vous viendrez voir la prochaine fois La Grande Illusion. C'est quand même une collaboration très très forte. Et puis, ils vont se retrouver après-guerre
dans French Cancan. Ils auront fait, bien sûr, avant la Bête humaine, etc. Donc voilà. Jouvet, lui, vient du théâtre. Donc il y a vraiment 2 types de jeux. Et en même temps, on est au bord de la Marne. Donc encore quelque chose d'un petit peu bucolique. Mais en même temps, le film est bien sûr très bizarre parce que ce côté soviète, ce côté à la russe pour que l'Union soviétique ne soit pas complètement trahie parce qu'on ne pourrait pas franciser Gorky, c'est quand même très bizarre. Ça fait quand même des bas-fonds, un drôle de film qui sonne assez théâtral. Donc voilà, donc on est quand même assez loin de ce mélange de naturalisme, d'impressionnisme et de modernité absolue qu'est ce film-ci qu'on vient de voir. Voilà, ça c'est mes réserves pour le petit extrait des bas-fonds. Et puis peut-être on enchaîne avec un extrait, alors là qui est techniquement on ne peut pas faire mieux. Oui, alors donc, je te laisse présenter peut-être le... Oui, parce que c'est le dernier film de Jean Renoir qu'on ne voit jamais parce que moi je l'ai dans une VHS américaine, pas possible. Voilà, il est pas montré parce que c'est un drôle de film, c'est un film à sketch, c'est-à-dire à petits segments. Fait difficilement parce que personne ne lui faisait confiance parce qu'il était âgé et qui est donc composé de petits segments, qui s'appelle le Petit Théâtre de Jean Renoir, je crois que c'est 69, et j'ai choisi un segment que moi je trouve très émouvant, je vous le laisserai découvrir, et qui pour moi résonne quand même avec une partie de campagne. Bien, donc mes 2 petites remarques. La première sur les bas-fonds, donc vraiment de la même année que Partie de campagne, pour vous montrer le contraste que ça peut être au niveau de la production, au niveau des objectifs de caméra utilisés. C'est pas du tout la même lumière, pas du tout les mêmes contrastes. Le premier plan se détache beaucoup plus de l'arrière-plan, donc on a moins de profondeur de champ. Tout ça parce que justement, c'est une production plus normale, avec des objectifs de caméra de l'époque. Vous voyez que ça joue aussi techniquement. On n'a pas du tout la même impression que dans une partie de campagne, y compris le même noir et blanc, et puis surtout le jeu des acteurs. Il y en a un qui vient du music-hall, Gabin, et un qui vient du théâtre, Jouvet, donc ils ont quand même des types de jeux différents, et malgré tout, on est à milieu de l'alchimie qu'obtient, à mon avis, Renoir dans une partie de campagne, aussi en mettant des gens qui sont beaucoup moins expérimentés, comme Darnoux, comme même Sylvia Bataille, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce, à mon avis, qui s'est produit dans une partie de campagne, et pas du tout là. Alors qu'on a aussi l'utilisation des décors extérieurs, l'escargot qui a fait sensation à l'époque, et Louis Jouvet, qui a beaucoup plus plu d'ailleurs que Gabin, qui a un peu écrasé Gabin, qui était pourtant la vedette du film à l'époque. Donc vous voyez que il me semble un petit peu comme quand j'avais... Est-ce que j'ai montré un extrait d'un film de Duvivier ? Non, peut-être pas, mais j'ai évoqué peut-être Marcel Carné une fois. Il y a quand même un fort effet de contraste. Oui, c'était en parlant de La Bête humaine. Là, on a plus l'impression que voilà, c'est des films, La Bête humaine, qui est très beau, hein, mais les bas-fonds, qui sont plus les films de l'époque. On reconnaît une certaine époque, mais il manque ce débord, il manque cette couleur qui dépasse du trait, comme disait Bazin. Et puis, le deuxième extrait, évidemment, pas besoin de le commenter, mais c'est quand même très touchant que Renoir fasse son dernier film, et on le voit dans la présentation, il est très âgé quand même, il est diminué, avec l'évocation de cette père, enfin des amours mortes. Et moi, j'y ai vraiment vu l'écho avec le fait qu'il ait décidé de tourner une partie de campagne dès le milieu des années 30. Et j'ai même pensé que cette chanteuse Belle Époque, jouée par Jeanne Moreau, ce serait peut-être un petit peu Henriette plus âgée, enfin, vous voyez. Et ce rapport à la Belle Époque traverse, qui est donc l'époque de son père, enfin l'époque de juste avant sa naissance, à lui, c'est une sorte de paradis perdu. Et il le dit d'ailleurs dans des entretiens, il dit « Je voudrais que tous les films soient situés à la Belle Époque. Ce serait plus pratique pour les couleurs, pour les costumes. » Voilà. C'est parce que peut-être il y a cette conjonction, cette tension entre l'artificiel extrême des couleurs, des costumes, de voilà, ce côté très très théâtral, hein, de la scène de théâtre, du rideau, et en même temps peut-être une certaine idée un peu utopique d'un moment qui s'extrait de l'histoire. Donc voilà, moi je trouve cette séquence-là très émouvante, c'est-à-dire arriver à se dire que le cinéma, ça peut être un aller-retour de la caméra qui s'approche d'un visage, puis qui revient, et quand on écoute les paroles, voilà, c'est un adieu.
et ça suffit. Enfin, c'est une séquence de cinéma, sachant que ça fait aussi référence, ça on ne le sait pas forcément, mais au début du cinéma, puisque à cette époque de la Belle Époque, le cinéma invente le clip en filmant des chanteurs connus et en synchronisant sur disque de cire leurs chansons. Et donc on peut voir au cinéma ces scènes chantées. Donc si vous venez voir French Cancan en juin, vous verrez qu'il y a un autre hommage à ce type de cinéma-là, qui était filmer des artistes chanteurs, et une séquence égale un petit film. Bon, je me suis un petit peu éloignée de partie de campagne, mais je vous remercie d'avoir patienté et d'avoir suivi le fil de l'eau avec nous. Et on vous donne peut-être rendez-vous pour... Je sais pas quelle date. La Grande Illusion, oui, le 13 février. Le 13 février, où ce que j'ai dit d'un tout petit peu méchant sur Gabin sera annulé, pardonné et subsumé, parce que c'est un très très grand film, La Grande Illusion, et que comme quoi on peut faire un cinéma populaire de production, de grosses productions, et réussir parfaitement son film. La preuve en sera donnée dans La Grande Illusion, et je vous garantis, si vous l'avez vu 1000 fois, mais pas sur grand écran, que c'est quand même exceptionnel à voir sur grand écran, qu'il y a un travail de décor, de profondeur de champ qui vaut largement cette magnifique salle. Donc voilà, merci et au 13.